Canal TSF. Canal TSF. La radio sans frontières. La poésie française et persane avec Daria. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous êtes sur Canal TSF, Radio Sans Frontières, ici à Rennes, en France. Vous écoutez la poésie française et persane avec Daria. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous poétique chaque lundi à 17h en direct, en rediffusion le jeudi à midi. Ici, les mots parlent. Ici, il n'y a pas de frontières, juste des voix, des poèmes et parfois des haïkus. Aujourd'hui, nous sommes dans le 23e épisode de la première saison. À la production, moi Daria, et à la technique, Antoine. Merci Antoine. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cet espace littéraire, au lieu que les mots cherchent leur place dans le silence de l'absence. Cet après-midi, je vous propose de découvrir ensemble un voyage poétique qui cherche quelque chose de plus calme et plus intérieur. Presque silence, mais cette fois dans des moments d'absence. En fait, le thème de cette émission est dans le silence de l'absence. Il ne s'agit pas simplement de manque, mais de ces moments où quelque chose n'est plus là, et pourtant continue d'exister. À travers des traces, des sensations, des échos. En effet, je vous propose quelque chose de plus personnel. Ce sont mes propres haïkus que nous allons explorer. Des fragments écrits dans des instants profonds. Là où l'émotion ne fait pas de bruit, mais laisse une empreinte. Et pour m'accompagner dans ce voyage sensible, je suis heureuse d'accueillir à nouveau Pierre Arnaud Line. Bonjour Pierre, merci d'être avec nous. Bonjour Daria, merci pour cette nouvelle invitation. Merci à toi pour sa fidélité. Et du coup, on va plonger dans quelque chose de très subtil, presque invisible. Pierre, quand on entend le silence de l'absence, qu'est-ce que ça fait naître en toi? C'est un thème qui évoque pour moi un espace intermédiaire, un entre-deux. L'absence n'efface rien. Elle déplace. Elle oblige à percevoir autrement, à sentir ce qui ne se montre plus. Dans ce silence-là, il y a une densité incroyable, comme si le monde retenait son souffle pour laisser apparaître ce qui d'habitude nous échappe. D'accord. Est-ce que l'absence peut parfois en dire plus que la présence? Oui, je crois que l'absence parle autrement, mais parfois plus fort. La présence occupe l'espace, elle s'impose. L'absence, elle, oblige à écouter. Elle révèle ce qui était là sans qu'on le voie. Une importance, une fragilité, un lien. Elle met en relief ce qui, dans la présence, restait silencieux.
Parfois, je peux me poser un peu. Tu vas plus doucement. Et ça fait du bien de juste être dans ses pensées. Pour tout vous dire, il y a des moments où je plonge dans mes pensées. C'est en ce lieu que le bruit s'arrête. C'est là qu'on prend le temps de penser, tout simplement. Ces moments ne sont pas vides, au contraire, ils sont très, très intenses, mais tout en silence. C'est comme si les mots ne devenaient plus nécessaires. Pour comprendre ce vide, devient un espace à part. Un endroit fragile où on se sent bien, c'est là que le souvenir se mélange au rêve, que le cœur cherche encore un peu et que l'esprit se libère. Nous allons partager maintenant quelques haïkus et je trouve dans le haïku des moments presque invisibles et pourtant bien réels. Le haïku est souvent comme poésie de l'instant et parfois il est fait de silence et de nuances. Et maintenant, nous allons vous proposer une déclamation musicale dans 2 langues persanes et françaises. On sera accompagné par la composition de Dominique Bin grâce au studio Résonance du patrimoine. Alors, essayez juste de mettre le bruit du monde de côté. Prenez un petit moment pour vous, laissez-vous aller sans réfléchir. Laissez vos sentiments se libérer au-delà de ce que les mots peuvent raconter. اگر زمان در قاب تصویر جا نشود کلام باز می ایستد تصور جا به جا می شود. Si le temps ne tient pas dans le cadre, la parole s'arrête. L'imaginaire se déplace. شبی یا شایدم تیر شبی در نبودش مرگ باورها رسید. Une nuit, ou peut-être une nuit de noir. En son absence, la mort des certitudes est arrivée. آن پرنده غربت ما را خرید غربت و غم پیش از این خاطر ما را خرید. Cet oiseau a racheté notre exil. L'exil et la tristesse avaient déjà conquis notre esprit. دل سنگ از سنگ است دل شب شبرنگ است اما دل تو یک رنگ است. Le cœur de pierre est de pierre. Le cœur de la nuit est de ténèbres. Mais ton cœur, lui, est sincère. ذهن همچون کشتی فرسوده‌ای ترک ساحل برایش دشوار است. وسواس برای سپردن اندیشه به دست امواج.
L'esprit, comme un vieux navire usé, peine à quitter le rivage, hésitant à livrer sa pensée aux vagues. در آستانه انتخاب نقاب ها کنار می روند. نتیجه هماوایی مردم. À l'aube du choix, les masques tombent. Le résultat, l'harmonie du peuple. لحظه دلدادگی پروانه به شمع. باران برایم هدیه بیاور. خاطره مرا به خاطر آور. Au moment où le papillon s'éprend de la bougie, apporte-moi la pluie en cadeau et rappelle-toi mon souvenir. غرور وحشی گیسوی باران. ترنم‌های ناودان پیچیده میان خلوت پستوی دالان. L'orgueil sauvage de la chevelure de pluie, les murmures de la gouttière résonnent dans l'intimité de l'alcôve du couloir. تکنامت را با اشک‌هایم تضحیب کردم. حرف سفر را تایید کردم. عقل و خرد را یک بار دیگر تکذیب کردم. J'ai enluminé ton unique lettre de mes larmes. J'ai accepté ta proposition de voyage. Et, une fois de plus, j'ai renié la raison. Daria, dans ce premier haïku, tu parles d'un temps qui déborde, qui refuse d'entrer dans un cadre. J'ai l'impression que tu touches à quelque chose de très intime. Est-ce que, pour toi, c'est une sensation vécue ou une image plus symbolique ? Oui, complètement. Quand je dis si le temps ne tient pas dans le cadre, je pense vraiment à cette sensation que le temps déborde. Tu vois, comme s'il refusait d'être enfermé dans quelque chose de précis. Il échappe, il glisse ailleurs, on essaie de la fixer, de la comprendre, mais il est toujours en mouvement. Et pour moi, c'est quelque chose de très vécu, ces moments où tu vas trop vite ou trop fort pour rentrer dans une forme claire. Et quand tu dis « la parole s'arrête », est-ce que c'est un silence choisi, comme une pause nécessaire, ou un silence imposé par quelque chose qui manque ? La parole s'arrête, c'est venu assez naturellement. Je ne dirais pas que c'est un silence totalement choisi, c'est plutôt ce moment où les mots lâchent. Où tu sens que tu pourrais parler, mais que c'est pas possible parce que ça ne dirait pas vraiment ce que tu ressens. Du coup, il reste le silence, mais pas un silence vide,
plutôt un silence plan, presque nécessaire. Enfin, je suis curieux. En persan, cette idée de l'imaginaire qui se déplace, est-ce que l'image porte la même nuance ou bien la traduction française transforme un peu la sensation d'origine? Pour moi, c'est comme une continuité, mais autrement, comme si, quand tout le reste s'arrête, le temps qu'on ne comprend plus, les mots qui ne viennent plus. Il y a quelque chose qui prend toutes les choses, l'imagination par ailleurs, plus librement, son cadre justement. En personne, c'est encore plus fluide comme sensation alors qu'en français. C'est un peu plus affirmé, mais dans les deux cas, il y a cette idée de lâcher prise, de sortir de contrôle et de laisser venir quelque chose de plus libre, plus ouvert. Le deuxième haïku est très sombre, presque comme un basculement intérieur. Est-ce que cette mort des certitudes elle vient d'une expérience personnelle ou d'un moment un peu plus universel que tu observerais chez les autres? Oui, il y a quelque chose de très personnel là-dedans, mais en même temps, pas seulement. Cette morte des certitudes, j'ai l'impression qu'on la traverse tous à un moment, parfois doucement, parfois d'un coup. Plus rien n'est vraiment sûr, mais en même temps, il y a aussi quelque chose qui s'ouvre, comme si on peut capable de voir autrement. Tu places cette scène dans la nuit. La nuit a souvent une dimension initiatique. Est-ce que tu joues avec cette symbolique? La nuit, pour moi, ce n'est pas juste un décor, c'est vraiment un espace intérieur, une nuit un peu floue, un peu lourde, pas seulement autour de nous, mais en nous aussi. Et oui, il y a ce côté presque initiatique, sans que je le décide forcément. La nuit, elle enlève les évidences, elle rend les choses moins claires, mais peut-être plus sincères aussi. C'est souvent là que les basculements se passent. Et dans la traduction française, tu gardes une nuit de noir. C'est une expression très forte. Est-ce que c'est fidèle au persan ou est-ce un choix poétique fait pour en renforcer l'intensité? Une nuit de noir, ça vient à la fois du persan et d'un choix en français. En persan, il y a déjà cette idée d'une obscurité, presque une nuit à l'intérieur de la nuit. Et en français, j'ai voulu garder ça parce que ça renforce cette sensation de profondeur, de quelque chose qui enveloppe complètement, pas juste une nuit extérieure, mais une obscurité intérieure aussi, quelque chose d'un peu lourd, mais qui crée aussi un vide. Et dans ce vide, même si ce n'est pas encore clair, il y a peut-être de la place pour autre chose. Cet oiseau qui rachète l'exil, c'est une image très forte. Est-ce que cet exil est géographique, émotionnel ou peut-être même les deux? Oui, pour moi, c'est vraiment les deux. L'exil est peut-être quelque chose de très concret et très loin d'un lieu, d'un pays, mais ici, je le ressens surtout comme un état intérieur, une distance avec soi-même, avec les autres, avec ceux qui nous entourent, comme si on était là sans être complètement là. Et c'est quelque chose qui peut s'installer profondément, presque sans qu'on s'en rende compte. Dans la poésie persane, l'oiseau est souvent un messager, un guide, parfois même une âme. Est-ce que tu t'inscris dans cette tradition ou est-ce que c'est une image plus personnelle? L'oiseau, oui,
Il porte forcément quelque chose de la tradition persane. Cette idée de messagère, de ce qui relie, de ce qui traverse, mais en même temps, ici, je le ressens de manière très simple, presque fragile, comme un petit souffle qui arrive dans un moment où tu es déjà l'heure, l'exil de la tristesse ont pris toute la place, on le sent, et cet oiseau, il ne fait pas disparaître tout ça, mais il change quelque chose. Il ouvre une brèche, il laisse passer un peu d'air, c'est léger, mais en même temps, ça peut te déplacer. Et quand tu traduis Garbat par exil, est-ce que tu trouves que le français rend vraiment toute la profondeur de ce mot, qui en persan porte aussi la solitude, la distance et la nostalgie? Et pour Gorbat, exil en français, son approche, mais ça ne prend pas toute la nuance. Et en persan, il y a quelque chose de plus large, plus intérieur aussi. Il y a la solitude, la distance, une forme de nostalgie, quelque chose d'un peu diffus qui s'installe en nous. Exil. C'est peut-être plus direct, plus net, alors que Gorbat, c'est presque une atmosphère. Mais du coup, la traduction reste fidèle dans l'idée, mais elle perd un peu de cette douceur mélancolique et de cette complicité. Dans le haïku suivant, il existe un contraste entre dureté et sincérité. Est-ce que c'est une adresse à quelqu'un en particulier ou plutôt un dialogue intérieur? Oui, ça peut être quelqu'un, mais pas forcément une personne précise. C'est aussi quelque chose de très intérieur, comme si je mettais en face différentes façons d'être. Le cœur de pierre, c'est vraiment cette dureté, quelque chose de fermé qui ne laisse rien passer. Et en opposition, il y a ce cœur sincère, plus simple, plus ouvert. On sent que ces deux-là existent, mais qu'ils ne sont pas au même endroit, et ça rend la sincérité encore plus forte. Le persan a une manière très douce de parler du cœur. Est-ce que tu sens que la traduction française garde cette tendresse ou qu'elle devient un petit peu plus tranchante? Et en personne, et même quand on parle de choses dures, il y a souvent une douceur qui reste, une façon plus enveloppante de dire les choses. En français, j'ai l'impression que ça devient plus direct, plus tranchant, cœur de pierre, cœur de ténèbres. Se pose des images très nettes, presque froides, mais du coup, quand on arrive à ton cœur est sincère, ça touche autrement. Ça devient comme une chaleur au milieu de quelque chose de plus dur. Et ce cœur de la nuit, très sombre, très dense, est-ce que c'est une image culturelle iranienne ou une sensation plus universelle? Le cœur de la nuit, pour moi, c'est quelque chose qu'on peut tout ressentir. Cette part sombre, un peu mystérieuse, parfois inquiétante. La nuit peut faire peur. Elle est peut-être lourde, mais en même temps, il met en valeur ce qui est lumineux. Et là, le cœur sincère, il apparaît presque comme une petite lumière, pas quelque chose de spectaculaire, mais quelque chose de vrai qui rassure, qui fait du bien. J'aime beaucoup l'image du navire qui hésite à quitter le rivage.
Est-ce que c'est une métaphore de la peur ou plutôt de la sagesse? Oui, je pense que c'est un peu les deux. Il y a de la peur, forcément, cette hésitation à quitter le rivage, à aller vers quelque chose d'inconnu. On la connaît tous, mais en même temps, il y a aussi une forme de sagesse là-dedans. Le navire, il n'est pas neuf. Il a déjà traversé des choses et du coup, il avance avec plus de retenue. Il ne se jetait pas directement dans le vague. Il y a une concession de risque, mais aussi de poids de l'expérience. Dans le texte persan, tu utilises un mot qui évoque l'usure, presque la fatigue du temps. Est-ce que tu voulais montrer un esprit fatigué ou un esprit plus prudent? Oui, en personne, il y a vraiment cette idée d'assure presque de fatigue, quelque chose qui a été traversé par le temps. Et pour moi, ce n'est pas seulement un esprit fatigué, c'est aussi un esprit qui a accumulé, qui a vécu. Il y a une lenteur qui s'installe, pas forcément négative, mais plus réfléchie, comme si chaque mouvement demandait un peu plus d'attention. Donc oui, il y a de la fatigue, mais aussi une forme de prudence. Et cette hésitation à livrer sa pensée aux vagues, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens dans ton propre processus d'écriture? Oui, complètement. Cette hésitation, je le ressens dans l'écriture. Il y a toujours un moment où on se demande si on laisse vraiment sortir ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Livrer sa pensée aux vagues, pour moi, c'est ça. Accepter qu'une fois que c'est dit ou écrit, ça ne apparaît plus vraiment. Ça peut être emporté, transformé, compris autrement. Et ça crée forcément une hésitation, mais en même temps, c'est aussi ce qui rend l'écriture vivante. Ce moment où les masques tombent, c'est très fort comme image. Est-ce que tu pensais à un choix personnel ou à quelque chose de plus collectif? Pour moi, ce moment des masques qui tombent, c'est surtout collectif. Ça parle de ce que chacun cache parfois, mais qu'on finit par révéler ensemble. Et c'est ce moment où tout devient clair, où les choses se montrent comme elles sont. Et où ça crée une sorte de vérité partagée. Le mot masque en persan a-t-il la même portée symbolique qu'en français? Ou est-ce que la traduction ajoute une nuance? En persan, masque est à peu près la même idée symbolique qu'en français. C'est ce qu'on met pour cacher quelque chose, pour se protéger ou pour montrer autre chose que ce qu'on ressent vraiment. La traduction garde cette idée, mais en français, ça sonne un peu plus direct et presque plus visuel. Et cette harmonie du peuple, c'est une vision, un souhait, une observation? Pour harmonie du peuple, c'est à la fois un souhait et une observation. On espère que ce moment où tout se révèle pour créer de la cohésion, un équilibre. Et parfois, on voit déjà ce genre de moment où les choses se mettent en place.
naturellement quand les variétés sont enfin exposées. C'est fragile, mais c'est beau quand ça arrive. Le papillon attiré par la flamme. C'est une image qui est très présente dans la poésie soufie. Est-ce que tu fais un clin d'œil à cette tradition ? Oui, la papillonne qui tombe amoureux de la bougie, c'est beau mais fragile. Il y a ce mélange de désir et de danger, quelque chose qui attire mais qui peut brûler un peu. C'est fort et délicat à la fois. Apporte-moi la pluie en cadeau. C'est une demande très douce, c'est presque enfantin. Est-ce que la pluie a une symbolique particulière pour toi ? Apporte-moi la pluie en cadeau, pour moi, c'est un geste doux. La pluie, ça calme et ça lave un peu tout ce feu. Ça rafraîchit, c'est simple, mais ça fait du bien comme un petit geste qu'on espère recevoir. Et ce souvenir que tu demandes qu'on se rappelle, c'est un souvenir précis ou une manière de parler de la mémoire en général ? Et pour le souvenir, ce n'est pas forcément un moment précis, c'est plutôt ce lien intime. Ce qu'on garde vivant dans nos pensées, c'est tendre, ça touche et ça rappelle que certains petits étincelles restent avec nous, même discrètement. La pluie que tu décris comme une chevelure, c'est une image assez sensuelle. Est-ce que c'est typiquement persan ou c'est une invention personnelle ? Pour moi, cette image de la pluie comme une chevelure, c'est surtout personnel. J'adore l'idée qu'elle ait son propre caractère, qu'elle bouge, qu'elle vit presque toute seule. C'est libre, un peu sauvage, mais deux en même temps. Mais si ça fait penser à des images qu'on retrouve en poésie persane, ici, c'est vraiment ce que j'ai ressenti sur le moment. Le mot que tu utilises en persan pour murmure de la gouttière a une musicalité très particulière. Est-ce que tu as cherché à garder cette musique dans la traduction ? Oui, pour les murmures de la gouttière, j'ai voulu garder cette petite musique discrète. Et il y a quelque chose de léger, presque secret, qui passe si on prend le temps d'écouter. La traduction essaie de faire sentir ce petit son, cette ambiance intime pour que le lecteur capte ce détail presque sans le remarquer. Et cette alcôve du couloir très intime, est-ce que c'est un lieu réel ou plus un espace intérieur ? Et pour l'alcôve de couloir, ce n'est pas un lieu exact, c'est plus un petit espace dans l'esprit intime et protégé où ces sons peuvent résonner comme un petit monde à soi. On est seul avec ces bruits et cette atmosphère, c'est cosy, poétique, et ça laisse respirer l'imagination. Le geste d'enluminer une lettre avec des larmes, c'est très fort. Est-ce que c'est un adieu, un attachement, un mélange des deux ? Oui, pour moi, c'est surtout un mélange des deux. On sent à la fois l'attachement et à la tristesse, quelque chose d'autre intime, mais chaque larme raconte ce qu'on ne peut pas dire avec des mots. C'est fort et très touchant. La notion de renier la raison est très liée à la poésie mystique. Est-ce que tu t'inscris dans cette filiation ou c'est un geste plus personnel ? Oui, ça a des échos avec la poésie mystique persane, mais ici, c'est aussi très personnel. C'est cette idée que le cœur prend le dessus sur la tête, qu'on est suite un élan qu'on ne peut pas toujours expliquer. C'est ce qui rend l'expérience plus vivante.
Et ce voyage que tu acceptes, c'est un voyage réel, un déplacement intérieur, une transformation? Pour le voyage, c'est un peu les deux aussi. Il y a le côté réel, se saute vers quelque chose d'inconnu, mais c'est surtout un déplacement intérieur. C'est accepter le moment, profiter malgré tout, se laisser porter par le cœur plutôt que par la raison. Ces haïkus, selon moi, ils parlent des moments de lâcher prise, où on arrête de tout contrôler. Dans le silence de l'absence, on sent un cœur qui essaie d'être juste, d'être vrai, malgré les doutes, malgré un esprit qui hésite, puis qui finit par y aller, comme ce vieux bateau qui quitte enfin le port. En fait, on traverse la fin des certitudes, mais en même temps, il y a une forme de calme qui s'installe. Comme si, à force de lâcher prise, on trouvait quelque chose de plus simple, de plus juste. On retrouve des images toutes simples, une lettre qu'on garde, le bruit de la pluie, un souvenir qui revient sans prévenir. Bien sûr, c'est discret, mais ça touche directement. Ça parle de ces petites choses qui restent avec nous. Ces haïkus, je trouve que c'est aussi une invitation à laisser tomber les masques, à arrêter de trop réfléchir et à suivre ce qu'on ressent vraiment. En effet, je comprends que parfois, il faut juste faire confiance à ce qui vient, même si la logique semble absente. C'est fragile, sincère, et ça raconte simplement ce qui se passe en nous, quand on accepte l'absence et qu'on ose, enfin, être soi-même. Chers amoureux de la poésie, nous arrivons à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment, Pierre, d'avoir été parmi nous. Et merci pour un échange qui était très enrichissant. Et ces échanges enrichissent notre émission. Merci d'avoir partagé avec nous ces brefs instants poétiques qui sont très intimes et très beaux. Merci pour ces haïkus. Merci Pierre, encore fois. Alors, je vous souhaite de garder avec vous ces moments, ces instants un peu silencieux, où chaque haïku nous invite à ralentir, à ressentir, à écouter ce qui se dit dans le silence et à percevoir la présence discrète, même au cœur de l'absence. Merci d'avoir écouté Radio Sans Frontières et d'avoir partagé ce voyage poétique avec nous sur Canal TSF Radio Sans Frontières. C'était le 23e épisode de la poésie française et persane avec Daria. Comme d'habitude, on se retrouve lundi prochain à
17h pour un nouvel rendez-vous poétique. D'ici là, laissez un écho, vous éclairer, un mot simple, vous toucher, une image légère, vous traversez doucement. Et si le monde devient trop bruyant, gardez avec vous ce souffle poétique qui transforme chaque instant, même ordinaire, en silence. À lundi, au revoir. La poésie française et persane avec Daria. Canal TSF. Canal TSF. La radio sans frontières.